Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est vraiment un grand soir. J'ai avec moi pas juste un, deux, non, j'ai en fait un, deux, trois, quatre invités. Il va peut-être en avoir un cinquième, puis c'est pas des n'importe qui, c'est des chefs et chefs de parti. On parle ici du collectif des partis non représentés à l'Assemblée nationale. Et sans plus attendre, je vais justement vous les présenter. C'est dans un ordre qui reflète juste celui de l'arrivée des personnes concernées. Alors, comme premier invité, on a ici Benjamin Vachon du Bloc Pot. Salut Benjamin. Salut, ça va bien? Oui, content de t'avoir. Et donc, Benjamin qui n'est plus chef, qui est représentant officiel, mais c'est lui qui représente le parti ce soir. Et d'ailleurs, donc, comme deuxième invité, on a ici nul autre que Christine Darnaud, chef du Parti marxiste-léniniste du Québec. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Merci vraiment d'être ici avec nous. Mais merci de ton initiative. C'est jamais pareil quand tu n'es pas là, de toute façon. Fait que maintenant, une autre personne qui est un petit peu moins peut-être connue, mais vous allez gagner à connaître ce soir si ce n'était pas déjà le cas. On a ici Jean-Louis Thémistocle, du Parti culinaire du Québec. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir. Ce soir, on ne parlera pas de recettes. Non? J'ai pas de recettes à donner ce soir. En plus que tu as quitté tes chaudrons, comme tu disais. Ah, voilà, je suis loin de ma sauce béchamel, là. Puis j'ai pu comprendre que tu aimais mieux qu'on t'appelle chef Thémis que Jean-Louis. Là, oui. C'est un grade que je me suis approprié. Je suis alors chef cuisinier et chef de parti. Tant qu'à être chef, il faut aussi bien en profiter. Hein, oui. Deux fois plus qu'aucune. Et le dernier, mais non le moindre, on a ici Louis Chardonnay, maintenant chef de l'équipe autonomiste, auparavant dirigeant, mais c'est ça. Fait que donc, bonsoir Louis, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Hey, bonsoir Charles, bonsoir la gang. Yes. Donc, sans plus attendre, vu que, pour ceux qui ne savaient pas, la thématique principale de ce live, c'est vraiment la loi 98, une loi que vous connaissez probablement pas, ou très, très peu. On dirait que les médias se sont ingéniés, se sont fait un très grand plaisir et vraiment, ils ont bien réussi leur coup pour ce qui est de passer celle-ci sous le radar, puis voire même en dessous du tapis. Donc, c'est notamment pour remédier à ça qu'on vous parle ce soir, notamment de cette loi-là. En plus qu'en se faisant, on contourne le fameux blocus médiatique qui est de façon à nous redonner, nous donner tout court une existence médiatique, justement, en passant par les réseaux sociaux, donc de cette façon moins officielle-là. Pour ça, d'entrée de jeu, je donnerai la parole à Christine Darnaud qui va vraiment mettre la table à ce niveau-là. Eux autres au PMLQ ont fait un excellent travail de fond là, pour ce qui est de documenter cette cette odieuse loi 98, si je peux me permettre. Alors, Christine, si tu peux nous parler un peu de cette patente-là. OK. Bonsoir tout le monde. La première chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais saluer d'abord le fait qu'aujourd'hui, le 15 septembre, c'est la Journée internationale de la démocratie. Alors, nous, des partis sans élus à l'Assemblée nationale, avons organisé cette conférence pour parler de l'état de la démocratie au Québec. Et plus précisément, comme a dit Charles-Olivier, de la loi 98, qui, au long, se dit « loi modifiant la loi électorale principalement afin de préserver l'intégrité du processus électoral ». C'est très long. D'entrée de jeu, je veux simplement dire que le PMLQ considère que cette loi marginalise encore plus ceux qu'on appelle les petits partis et l'ensemble du peuple. Les marginaliser d'avoir leur mot à dire sur la vie politique au Québec. Alors, concernant la loi spécifiquement, je veux rappeler d'abord que l'Assemblée nationale a adopté le 29 mai dernier, de manière consensuelle, sans un appel au vote. Ça a été adopté par les partis représentés à l'Assemblée nationale, ce projet de loi, et qui avait été présenté par Jean-François Roberge, ministre des Institutions démocratiques, et qui l'est toujours suite au remaniement. Elle a obtenu une sanction royale le 30 mai.
Dans la loi 98, la loi introduit, premièrement, une catégorie tiers. C'est-à-dire, des tiers, c'est ceux qui représentent des individus, des collectifs, des organisations publiques, privées, communautaires, regroupements, tant qu'elles soient distincts des partis politiques. Et ces tiers-là existent s'ils veulent dépenser plus de 1 000 $ durant une période préélectorale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la loi introduit la catégorie période préélectorale et dépenses préélectorales, ce qui n'existait pas non plus. Concernant la période préélectorale, pour des partis politiques, la période préélectorale commence 3 mois avant la date d'une élection, soit le 1er juillet. Pour les élections qui s'en viennent, ça va être le 1er juillet 2026 en vue de l'élection générale d'octobre 2026. D'autre part, pour les tiers, la période préélectorale va débuter 10 mois avant, c'est-à-dire le 1er janvier. Les tiers devront s'enregistrer comme tiers s'ils veulent engager cette dépense supérieure à 1 000 $ au plus tôt 3 mois avant le début de la campagne préélectorale. Réflexion faite, tout le monde. Peut-être que ça pourrait être bon de fermer vos micros, au moins pendant que Christine parle. Là, peut-être que ça va faire moins d'écho un peu. Excusez. Okay. Partis politiques et tiers devront produire un rapport de dépenses préélectorales 150 jours suivant l'élection pour les partis politiques et 30 jours après l'élection pour les tiers. Quiconque contreviendra à la loi sera poursuivi. Puis il y a des amendes de 10 000 jusqu'à 30 000 et plus. Il faut noter aussi que les tiers et les partis politiques devront conserver tous leurs livres, comptes, documents sur leurs dépenses préélectorales pendant 7 ans. Le DGEQ, en tout temps, aura accès à ces documents avec un avis de 30 jours. L'autre chose, ça c'est une mention importante, avec la prorogation de l'Assemblée nationale au 30 septembre et le remaniement ministériel de son Conseil des ministres, le premier ministre François Legault a déjà donc commencé sa campagne électorale en vue de l'élection d'octobre 2026. Ça signifie que les changements apportés à la loi, avec la loi 98, sont une fraude parce que, de facto, le premier ministre passe outre. Et ce que je veux dire aussi, c'est que j'invite tout le monde, et en particulier nous, les partis ici présents, à écouter le discours d'ouverture de François Legault le 30 septembre, parce que ça va être très important de voir ce qu'il va proposer et de prévoir qu'on en discute entre nous. Je pense que ça va être bien important parce qu'il y a beaucoup de changements qui vont venir dans la prochaine période. Sur la loi, aucune limite des dépenses préélectorales ne sont fixées. C'est-à-dire que les partis et les tiers n'ont aucune limite en autant qu'il va y avoir un rapport des dépenses par la suite. Aucune limite, ça signifie qu'elles peuvent atteindre des millions sans aucune retenue. Loin de protéger l'intégrité électorale, on est à même de se demander si cela vise à donner un vernis de légalité à la corruption. L'autre aspect, dans la loi, il y a des pouvoirs le directeur général des élections se donne d'autoriser ou d'éliminer des partis politiques. C'est-à-dire, le DGEQ aura le pouvoir de retirer l'autorisation d'un parti qui ne présentera pas au moins 2 candidats à l'élection, ce qui est une ingérence dans la vie des partis politiques. Pourquoi le fait de ne pas présenter de candidat donnerait ce pouvoir au DGEQ? Il y a toutes sortes de raisons pourquoi un parti décide de ne pas présenter de candidat. Ça regarde la vie interne du parti politique, ça regarde ses instances, et ça ne regarde en rien le directeur général des élections. L'autre volet de la loi, ça concerne le financement public. La loi contient une augmentation du financement public pour les partis politiques. Dans la situation aussi, une demande de recomptage judiciaire. Si elle est demandée, la loi prévoit que le directeur général des élections remboursera la moitié des frais de recomptage pour le parti, ce qui n'existait pas avant. Le recomptage était fait aux frais du parti.
Mais là, le gouvernement, maintenant, le DGEQ va en payer la moitié. Ça, c'est les grandes lignes que je mets sur la table, sur la loi électorale et la loi 98 spécifiquement. Je pourrais ajouter d'autres commentaires par la suite, mais pour le moment, pour terminer, notre avis, Élections Québec ne devrait avoir aucune de ces tâches-là que la loi lui confère. Son rôle administratif ne devrait pas lui permettre de lui allouer des pouvoirs basés sur des enquêtes auprès des partis, auprès des tiers, dans les affaires non seulement des partis, mais des instances sociales, des gens qui se prononcent sur les affaires politiques, ce qu'on appelle tiers. Ce n'est pas le rôle du directeur général des élections. Mais la loi 98 lui donne encore plus de pouvoir de ce type-là. J'arrête pour tout de suite. Christine, est-ce que tu avais aussi avec toi le document présenté aussi dans la dernière réunion où est-ce qu'il faisait état des autres associations qui avaient puis de leur opinion par rapport à la loi 98? Je vais le présenter plus tard, si ça va. Oui, c'est une bonne idée. Autrement dit, on pourrait commencer par un tour de table. Oui, et je pourrais le présenter. Ici présent par rapport à la loi 98 en tant que telle. Puis après ça, on pourrait continuer avec cet autre document-là. Parfait. Alors, qui serait le prochain chef ou représentant officiel qui voudrait parler? Je vais prendre le premier qui va lever la main. Oh, fait que, OK. Donc, Jean-Louis, let's go. Tu as ouvrir ton micro. Voilà. Mais je pense que Christine a quand même bien résumé le contenu de la loi 98. Ce que je trouve regrettable dans cette loi, c'est que il n'y a rien qui empêche les médias d'inviter les partis qui veulent pour participer, par exemple, à des échanges. Les médias mentent. Il n'y a rien pour les empêcher de mentir et puis de diffuser des nouvelles qui pénalisent les petits partis que nous sommes. C'est comme s'il n'y avait que 5 partis qui étaient capables de régler tous les problèmes de la société. Puis on est 22 partis, il y a 22 partis, et nous, les petits partis, nous débattons comme le diable dans l'eau bénite pour proposer des idées de vivre ensemble, mais qui ne sont pas proposées au public, pas proposées au peuple, parce qu'il n'y a rien qui empêche les médias de ne pas parler de nous. Alors on est toujours dans l'ombre et on est pénalisé, et par la même occasion, on pénalise aussi le peuple qui ne sont pas au courant de ce que nous avons, nous, comme idée de vivre ensemble, qui sont peut-être des belles choses, nous, on y croit, parce que quand il y a des élections, on met autant d'efforts, sinon plus d'efforts que les 5 partis dont on parle toujours, pour aller chercher les 100 signatures, pour aller cogner aux portes. Et eux autres, ils ont une équipe pour faire ça. Souvent, nous, on est 2 ou 3, ou quand on est même seul des fois. Et ces idées-là, pour lesquelles on se fend le cœur en 4, et ben ces idées-là ne sont pas diffusées. Or que c'est peut-être des idées que certains citoyens aimeraient connaître pour dire « Ah, ça vaut la peine ». Puis à ce temps, on aura des chances de se faire connaître, puis de se faire connaître au grand public. Alors, qu'il n'y ait pas de règlement ou de loi dans cette proposition de la loi 98 qui pénalise ou qui empêche les médias de diffuser des fausses informations me dérange. Voilà. Oui, parce qu'autrement dit, c'est 2 poids, 2 mesures. Hein? C'est les tiers et les chefs de parti, il faut qu'ils fassent bien attention à ce qu'ils disent. Mais les médias, eux autres, ils ont un chèque en blanc. Là. Ils ont carrément un permis de mentir. Puis on sait que c'est comme s'ils n'abusaient pas déjà. Mais ça leur est bien préservé. C'est à croire qu'ils sont payés pour ne pas parler de nous. On peut aller subventionner. Ouais. Voilà. Je vais renchérir là-dessus. Écoute, le terme mentir, c'est pas tout à fait ça. Ne pas dire la vérité, ce n'est pas mentir. C'est de l'aveuglement volontaire, c'est de cacher de l'information. Effectivement, la loi 98 ne couvre pas l'équité de représentation des partis, peu importe leur statut. On est des partis, on est sur le site du DG, on est un parti,
on devrait avoir une tribune autant que les autres. OK, oui, il y en a qui sont peut-être moins crédibles que d'autres, mais l'idée là-dedans, c'est laissons la compétition en démocratie lors des élections se faire si évidemment le vote est informé. Présentement, le vote informé n'est pas la norme. On ne mentionne pas qu'il existe, même savoir où trouver les partis politiques. Pour les segments politiques, là, le média n'a pas le staff pour couvrir tout. Juste de dire, hey, citoyens, vous pouvez aller voir sur le site d'Élections Québec, on travaille pour la démocratie, nous autres aussi, mais les médias travaillent en silo. Puis Élections Québec, on dirait que les mains liées à dire aux médias, oui, vous êtes nos alliés, mais en même temps, ils poussent pas, il n'y a pas un effort de faire connaître Élections Québec davantage auprès des médias. C'est pas la norme, le vote informé au Québec. Une campagne électorale pour un parti émergent, un parti politique qui n'est pas connu, c'est l'équivalent de faire du porte-à-porte en sonne des crises. C'est tu sonnes, t'attends, puis si tu te fais répondre, mais tu vas te faire répondre peut-être des crises ou that's it. T'as tellement pas de façon de rentrer. Les gens sont désabusés du système parce qu'ils disent qu'il y en a juste 5. Puis pourtant, il y a des idées quand même valides dans d'autres partis politiques qui pourraient faire avancer bien des débats dans la société. Mais c'est ça, là, la loi ne couvre pas les médias, c'est très dommage. C'est ça, puis ce que ça fait ressortir, ce que tu dis, c'est que vu que les gens sont tellement pas habitués à nous voir, quand on se manifeste, ils disent c'est qui eux autres, ils sortent d'où? Ça ne favorise pas la crédibilité, mais ça fait un cercle vicieux plutôt que de donner une chance là, de passer à une autre étape. Benjamin, tu veux-tu faire enchaîner? Yes, salut les amis. Benjamin du Bloc Pot. Je vais revenir sur l'aspect des médias. Je pense que c'est l'aspect central qui nous unit tous, là, parce que c'est comme ça. Les médias, ils orientent, on a l'impression qu'ils orientent l'opinion publique là, sur les questions politiques. Puis nous, on est un peu pris là-dedans, on est un peu dépendant de ça. Puis assurément, je pense que les partis politiques qui apparaissent pas dans les médias, ben assurément, ça fait comme moins de crédibilité pour ces partis-là. Les gens, ils donnent plus de crédibilité aux partis qu'ils, soi-disant, connaissent parce qu'ils les voient fréquemment à la télévision. Fait que c'est sûr que ça joue beaucoup. Fait que ça, c'est probablement le point central sur laquelle on est tous d'accord, puis sur laquelle aussi la loi elle joue aucunement. Là. Puis ça me fait penser à la fausse information. Je pense que Louis, équipe économiste, il est d'accord avec ça sur le fait que je pense qu'ils ont commencé à introduire, il me semble, des notions pour pénaliser un peu la fausse information. Et puis, ce qui est le plus grave, c'est qu'on a à chaque campagne électorale, on a des ministres, des députés, d'anciens députés, des nouveaux qui font des fausses promesses, des allégations. Là, ils nous promettent la lune, puis ça c'est correct. Ça c'est pas de la fausse information, c'est probablement des lubies. On a le droit de voter pour des gens qui ont des lubies, mais c'est absolument ridicule, cette loi-là. C'est pas vrai que ça... Puis, par rapport à la fausse information, là, moi, j'ai noté comme ce que Christine elle a rapporté 3 sujets qui sont comme clés. Là. En dehors des médias, disons que la notion des tiers, la notion des pré-élections, les candidats à présenter aux élections. Mais par rapport à la fausse information, là, on parle de la loi 98, puis je pense qu'on sent bien que le directeur des élections du Québec est un peu derrière ça. On a vu les propositions du directeur des élections par rapport à ce qui serait une réforme électorale ou une nouvelle vision de la loi électorale. Et puis, là-dedans, ils nous ont bien expliqué que les partis politiques sont financés à 75%. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable, à 75% par le financement public. Donc, on est quand même assez dépendant du financement public. Puis d'un autre côté, le DGEQ, il propose de conditionner le financement public, dire, ben là, vous avez un discours qui est contraire à l'ordre public. Là, c'est ce qui est mentionné, c'est là où ils veulent aller. Puis au Bloc Pot, nous, on est directement touchés par ça parce qu'on a un discours qui est contraire à l'ordre public sur la consommation du cannabis, puis même sur certaines autres substances, sur le contrôle des substances. On a un discours qui est pas, en accord avec l'ordre actuel. Donc, c'est sûr que nous autres, on regarde ça de près parce que ça commence par une petite chose, puis c'est le pied dans la porte. Hein? Là, on a ouvert une petite brèche, puis après ça finit plus. Donc, mais sur la notion de tiers, moi, j'irais là-dessus
ce que je trouve assez dommage là-dedans, parce que j'ai l'impression, le problème qu'on a, en fait, là, c'est que la loi électorale, la loi, c'est quelque chose de compliqué, c'est difficile à saisir. Avoir un parti politique ou se présenter aux élections, c'est vraiment pas quelque chose de simple. C'est pas si accessible que ça. Ce l'est accessible quand on est bien entouré, quand on a les outils, oui, mais puis ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression qu'au lieu de nous aider, au lieu d'aider la population à adhérer à la loi électorale, à adhérer à des partis politiques, j'ai l'impression qu'on nous pousse un peu vers la bande avec la notion de tiers. C'est comme, bon, ben, t'es pas capable de t'organiser politiquement, là, ben, tu peux aller vers des organisations diverses, puis juste, moi, je vois vraiment ça comme des influenceurs des élections. On crée vraiment comme une sous-catégorie, je dirais, de politiciens qui... je vois que Louis, je te dirai après Louis, mais bref, je crois que on nous pousse vers une bande, puis d'autant plus que, comme Christine l'a mentionné, les limites par rapport aux tiers, les limites des dépenses, la provenance des dépenses, où ce que nous, on est soumis à toutes sortes de règles. Bon, ces gens-là, ils sont pas soumis aux mêmes règles. Puis c'est quand même, c'est le DGEQ qui a le dernier mot sur tout ça. Donc, il y a comme une zone grise où ce que le directeur des élections du Québec a de la latitude. Tout ça, c'est vraiment comme, comment je pourrais dire, de la grosse bouillie. Tu sais, ça n'atteint pas l'objectif de renforcer le processus démocratique. J'y crois pas. Tout le monde parle du réforme de mode de scrutin. Tout le monde, on a amené plusieurs sujets sur la table, mais on a plus l'impression que c'est toujours vouloir plus s'ingérer dans les partis, plus de coercition. Utiliser le financement public pour amener les partis politiques vers des idées plus conformes. Puis là, Christine, elle a mentionné là, les deux candidats. Là, la nouvelle loi électorale, elle demande de présenter 2 candidats obligatoirement à chaque élection. Puis c'est pas qu'on est contre l'idée, mais c'est qu'on est contre l'idée que le directeur ait le pouvoir de fermer des partis politiques sur des questions qui sont administratives à quelque part, ou qui sont même internes au parti, un parti qui vit une crise puis qui réussit pas. C'est pas une raison pour mettre fin à un parti. Donc, l'idée, c'est de préserver l'intégrité du processus électoral, mais sans la coercition, sans priver les gens de pouvoir participer, au fond. C'est mon tour de table. Ben, en tout cas, ça a l'air d'avoir été productif puis aussi fécond, parce qu'il y a 2 personnes qui ont levé la main, que ça leur a donné des idées. Fait qu'on, Louis l'avait levé en premier, puis après ça, je donnerai la parole à Christine. Pour revenir sur la notion de tiers, tu n'es pas obligé comme parti politique de t'en aller dans des groupes de pression. Toi-même, comme parti politique, je l'ai fait à Terrebonne, je ne présente pas de candidat, j'en recherche un, supposons qu'il y a une élection générale, là, je veux avoir des candidats, je mets mes pancartes, 100 candidats dans les comtés, tu tombes comme tiers. Tu tombes dans cette catégorie-là. Fait que t'es pogné avec la difficulté de produire un rapport de dépenses en moins de 30 jours, 90 jours ou plus de délai. Tu es limité à 1000 $ de dépenses et tu coupes ta visibilité avec cette règle-là. Ils veulent que tu aies 2 candidats ou si tu en aies plus, mais tu n'as pas un moyen de te faire voir. On te coupe les ailes. Sans compter les médias qui ne parlent pas de tous les partis politiques ou de dire où trouver l'information. Donc, on n'avance pas avec cette loi-là. Il manque des choses dans la loi 98 pour avoir une vraie équité. Je vais laisser Christine parler. Ton micro, Christine. Désolée. Il y a beaucoup de choses à dire avec ce qu'on vient de mettre sur la table. L'aspect principal de la loi électorale et du projet de loi, de la loi 98, c'est que ça représente des mesures encore plus restrictives pour encadrer les citoyens, les Québécois, à participer dans la vie politique. Ça ne concerne tout le monde. Mais là, on veut assurer que l'apanage reste dans les mains des gros partis qui sont déjà couverts à l'année longue.
il faut se le rappeler, parce que la couverture des partis politiques élus, elle se fait à l'année longue. C'est pour ça j'ai mentionné tantôt que François Legault, il est déjà en campagne électorale. Parce que c'est très clair que dans un an, il va y avoir des élections et il a annoncé qu'il fait un remaniement, qu'il crée des nouveaux objectifs, que là, il va avoir des idées nouvelles parce que il sait qu'il y a des élections qui s'en viennent. Donc, la loi 98 est une fraude. Parce que c'est pas, il impose des limites, des restrictions, des nouvelles notions qui, déjà d'emblée, jette par la fenêtre. L'autre chose, tantôt, on a mentionné la question des médias. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi électorale, les médias ne sont pas touchés et le DGEQ et la loi électorale n'ont aucun droit de légiférer sur les médias. C'est dans la loi. Donc, les médias peuvent faire comme bon leur semble. Ils peuvent traiter de qui qu'ils veulent. C'est pour ça qu'à l'année longue, ils traitent des gros partis. C'est pour ça que les partis émergents, on se fait appeler petits partis ou les marginaux, comme si on représentait pas des idées, puis parce que le pouvoir en place, le gouvernement en place ne reflète pas nos demandes, ne les met pas de l'avant, on s'est constitué chacun en parti pour faire valoir nos idées. Mais les médias ont déjà donné une étiquette. Ah, c'est juste des marginaux de toute façon. Ils n'auront pas de chance de gagner le pouvoir. Fait que c'est un modus operandi qui nous marginalise. C'est pour ça qu'on est tous concernés par ce problème-là et qui marginalise la population parce que les premiers qui devraient avoir leur mot à dire sur qu'est-ce que le gouvernement va faire, c'est les travailleurs du Québec, c'est les Québécois. C'est nous autres qui travaillons, qui créons la richesse, qui font que la société fonctionne. Mais quand vient le temps d'une élection, c'est pas nous autres qui fixent le mandat du gouvernement. Le gouvernement, comme tu as mentionné, Benjamin, si les candidats font des promesses, puis de toute façon, il n'y a aucun mécanisme de reddition de compte sur ce sur quoi ils sont élus. Fait que c'est pour ça que nous, on adresse le problème du processus qui est en crise en ce moment. C'est une crise majeure parce que personne ne trouve son espace. L'élection s'en vient, c'est comme une catastrophe parce qu'on va se faire bombarder. C'est pas une occasion collective de dire, OK, voici les problèmes qu'on a, comment on veut les résoudre, voici le mandat qu'on donne à nos élus. Sur cette base-là, tu choisis ceux qui vont les défendre. Fait que c'est là qu'on adresse le problème du processus, puis la question du financement, comme on l'a mentionné tantôt. Nous, ce qu'on considère, c'est que le financement devrait être public, c'est-à-dire qu'il devrait profiter à 100% des électeurs pour qu'ils participent, pour qu'ils aient leur mot à dire. Puis les partis, s'ils existent, ils devraient être financés par leurs membres. Mais à cause du mécanisme qui a été introduit du financement massif du gouvernement aux partis politiques, on a tellement de rapports administratifs puis de comptes à rendre pour toutes les virgules, puis nous, en tant que parti non élu, on est traités égaux. Là aussi, il faut qu'on fasse tous nos rapports, puis qu'on réponde à toutes les exigences, les vérifications, etc. Le DGEQ peut venir n'importe quand dans nos locaux. Là, on est égaux là-dessus. Mais il y a des incohérences, puis un parti devrait rendre des comptes à ses membres. C'est ses membres qui font qu'il existe. Fait que ça, c'était un aparté que je voulais faire. L'autre chose que je voudrais mentionner, c'est que je pense il faut pas regarder les changements à la loi électorale avec la loi 98 détachés de ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai invité tout le monde tantôt à ce qu'on regarde chacun de notre bord le discours de Legault lors de l'ouverture de l'Assemblée nationale parce que la direction que le gouvernement prend, comme on le voit de toute façon tous les jours, ça va à l'encontre de ce que les gens demandent. Que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la question minière, la question forestière, on est tous témoins de ça. C'est des gros morceaux qui sont organisés pour éliminer tous les obstacles, toutes les comment on dit ça, dans
Voyons, Colin. Toute forme de dissidence ou de contestation ou d'opposition, finalement. Toutes les contraintes qui existent dans la loi, ils sont éliminés. Oui. Ça, on respecte plus ça. Telles normes environnementales, on va passer outre parce qu'il y a des exigences supérieures à cause de la situation, ce qui fait que les gens sont très mécontents en ce moment à tous les niveaux, tu sais. Puis après ça, on te demande de choisir quelqu'un qui va agir contre qu'est-ce que tu veux. Fait que l'aberration est là, puis le besoin de renouveler ça est très important. Nous, on a tout chacun notre programme, nos idées, nos préoccupations, puis on est tous pris avec cette situation-là où on nous ligote, où on nous bâillonne, où on tel qu'on existe, tu sais. Fait que c'est assez sérieux, puis les changements se font dans ce contexte-là aujourd'hui. Tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais vous êtes au courant, il y a la loi 57 qui a été adoptée par le gouvernement Legault l'année passée au niveau municipal. Cette loi-là a fait en sorte que elle donne le pouvoir de sévir contre des citoyens résidents qui manifestent devant des bureaux de députés, des élus municipaux ou qui vont dans les assemblées municipales, les assemblées des villes, qui envoient des lettres, qui lancent des pétitions, parce que si un élu se sent brimé ou se sent menacé, ces gens-là qui veulent donner leur point de vue vont être criminalisés. Fait que c'est tous des mécanismes qui finalement bâillonnent encore tes citoyens quand c'est nous autres qui font que la société fonctionne. Fait que c'est ce challenge-là qu'on a aussi dans nos échanges pour les problèmes qu'on a, tu sais. Voilà. Si vous permettez, je prendrai mon propre tour de parole pour puis, avant de probablement te la redonner, Christine, par rapport aux associations, là. Puis tout ça, mais en tout cas, fait que là, moi, de toute façon, là, mon sac était un peu plein parce que déjà que j'avais une bonne liste, l'air de rien, mais là, vous m'avez rajouté, là. Vous m'avez encore réinspiré. Fait que je vais y aller en rafale, OK, en style télégraphique quand même, vu que il y en a beaucoup, puis là, je ne veux pas accaparer trop. Là, fait que bon. Premièrement, là, par rapport aux médias, je ne me souviens plus qui avait dit quoi, mais en gros, ce que je me dis, c'est ma façon de conclure, de résumer ça, c'est que les médias, ils ont fait leur choix. Ils l'ont fait, ça fait longtemps apparemment par rapport à n'importe quel petit parti. On les écrase, puis la meilleure façon, c'est de faire comme s'ils n'existaient pas. Hein, de les ignorer, c'est la meilleure façon de nous tuer, nous d'abord. Puis, un peu comme le disait un d'entre vous, ils font comme se dire ils n'ont pas de chance de rentrer. On va dire que c'est leur supposée justification, mais ça crée un cercle vicieux. Sur cette base-là, sur ce prémisse-là, ben, ils nous ignorent, ce qui finit par créer, c'est comme un mécanisme en psychologie qui décrit ça, là, mais je vais essayer de le retrouver, mais c'est le belief, là, la croyance qui finit par se matérialiser, autrement dit. Là. Et puis, ensuite, ben, un d'entre vous encore là, je pense que c'était Benjamin, parlait de la réforme du mode du scrutin. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Je veux dire, ça fait des décennies, littéralement, que le gouvernement du Québec est assailli, indépendamment du parti au pouvoir, pour résoudre ce gros bug existentiel-là. Jean-Pierre Charbonneau a fait Démocratie Nouvelle pour cibler ça. Il a attaqué très vivement Legault par rapport à sa fausse promesse brisée par rapport à ça. Non seulement il ne respecte pas ses promesses, Legault, par rapport à ça, là, pour démocratiser enfin le Québec, pour vrai, mais il rajoute un paquet de projets de loi que moi, personnellement, ça fait longtemps que je ne me gêne pas pour décrire comme étant totalitaire. Là. Il y en a plusieurs. Christian en a mentionné un qui est important, le projet de loi 57. Il y a le C5 au fédéral. Il y a le C... écoute, ça, par rapport à la liberté d'expression, l'année passée, là, je ne me souviens plus, là, j'en ferai la liste dans la description. Il y en a un paquet. Là, il y avait le traité de l'OMS des pandémies, mais en tout cas, il y a un ensemble de choses, là, mais même juste au niveau provincial. Ensuite, justement, des fois, des gens comme moi, on va les accuser de complotisme quand on parle d'état profond. Mais on en a un cas flagrant là, avec la loi 98. Comme disait Benjamin, là, si quelqu'un ne comprend pas le principe de l'état profond, c'est simple. C'est juste que c'est le principe que des hauts fonctionnaires ou des entités donc de fonctionnaires comme un ministère ou comme le DGEQ
Donc, vont décider ce qui fait du Québec une forme de technocratie au moment où ces dynamiques-là, au moment que ces dynamiques-là sont concernées. Non, mais je veux dire, notre collectif, on décriait, puis on dénonçait la réforme de la loi électorale du DGEQ, il y a 2 ans, puis là, je mettrai le lien à cet effet-là dans la description encore là. Donc, on commence à bien la connaître. Fait on l'a étudié, on l'a analysé, on l'a vilipendé. Fait que là, après ça, on voit la loi 98 qui est quasiment un copier-coller de ça. Fait que tu vois clairement, ça a été parachuté, ça a été téléguidé, ça a été c'est une commande. Là, c'est genre, c'est la machine, c'est le DGEQ qui est à la phase de production, puis après ça, c'est le gouvernement au pouvoir, le parti au pouvoir qui la met en pratique en adoption. c'est complètement antidémocratique, c'est l'inverse de la chose. Là. Bon, ensuite, oui, ben, il y en a un d'entre vous qui disait, tu sais, je veux dire, plutôt encore là que de faciliter la vie aux partis émergents, aux partis non représentés, ou à des nouvelles idées, il nous garoche un paquet de paperasse et d'obstacles bureaucratiques. Tu sais, c'est de ça que le Québec, la démocratie, puis a besoin. Là, c'est comme s'ils veulent empêcher les idées politiques de se renouveler, ils ne pourraient pas mieux faire. S'ils voulaient favoriser les vieux partis, les gros partis, puis surtout empêcher toute concurrence, ils ne pourraient pas mieux faire. Puis comme le disait Christine, ben, même s'ils vont dire « Ah, mais c'est les mêmes lois pour tout le monde », mais il y a une inégalité foncière là-dedans. En fait, égalité et équité, c'est pas la même chose. Hein. Si tu fais je veux dire, donne la même ration de nourriture à un grand gibard comme ça, puis un petit bonhomme comme ça, ils vont manger la même affaire, mais le petit, il va être bien satisfait de ses 3 peanuts, mais pas le grand gibard. C'est la foutaise pure, ça. Là, bon, là, je vais rentrer dans mes notes. Fait que ça va. Je vais aller encore dans le même style. Là, je ne vous vois pas parce que je voulais imprimer ce document-là, mais j'ai eu des problèmes d'imprimante. C'est ça, on est pauvre, c'est ça que ça fait. Donc, l'affaire des 2 candidats, écoutez, pour montrer comment c'est arbitraire, là, hein, pour le répéter, ça prend 2 candidats par parti, sinon le parti est effacé de la map. OK? Mais pourquoi 2? On passe l'année passée, c'était 0, là. Tout le monde, personne ne nous écœurait avec ça. D'un coup, c'est paf! Ah, c'est une vérité existentielle, une nécessité absolue. 2 candidats. C'est pas 1, là. C'est pas 3, c'est 2. Pourquoi 2? Un fonctionnaire qui décide de ça. Il sorti ça de son chapeau, pff, rubber stamp, et voilà. OK, oui. Personne ne dit rien, aucune discussion. Puis je vais faire du coq à l'âne sur un de mes autres points. Ça, c'est même pas mes points, c'est vos points, c'est nos points, c'est des notes que j'ai prises à la dernière réunion. Puis, donc, je pense que c'est Christine qui avait dit ça à ce moment-là. Ils ont poussé la note jusqu'à ignorer, d'ailleurs, le point de vue de la société civile, tout en faisant taire le peuple, comme je vais le décrire un peu plus loin. Donc, il y a plein de gens qui ont fait des commentaires, des récriminations, qui ont contesté des choses. Aucun changement n'a pourtant été apporté, aucune opinion n'a été prise en compte. En plus, qui n'ont pas consulté personne au départ. Ça, c'est vraiment un fonctionnaire qui décide de ça. Après ça, fermez toutes vos trappes, c'est de même que ça va se passer. Je veux dire, appeler ça, on peut appeler ça ou pas de la dictature, mais c'est ça pareil. Puis, pour en revenir à l'affaire des non-candidats, bon, c'est vraiment un cas d'espèce de mettre des limites là où il n'y en avait pas besoin, où ce n'était pas nécessaire. Et au même titre que c'est une instance parfaite de mettre des bâtons dans les roues, des règles, des contraintes administratives supplémentaires. Si ce n'est pas de la complexité pour dissuader, on ne sait pas c'est quoi. Et plutôt que d'aider, ils sont allés vers la répression et la coercition. Donc, la coercition, d'une façon telle qui vient représenter une forme de répression en nous étouffant. Il y a donc, quand je parlais de faire taire la société civile, je vais regarder un peu à nouveau, là. Je vais voir si c'est encore là. OK, ben, c'est ça, la fameuse question des tiers. Il faut comprendre que c'est pour moi, c'est une simple stratégie, c'est un truc pour faire taire le monde, OK? Pour bannir l'expression du peuple, pour criminaliser l'opinion et la dissidence, donc museler le peuple, donc trouver une façon pour le faire taire. Vous allez me dire, ben j'exagère, mais c'est simple. C'est que là, avant, il n'y avait pas de limites, puis de conditions, puis d'encadrement, OK? C'est pour parler, en place publique. Tes chefs, tu parles, tes candidats, tu parles, tes citoyens, tu parles. Alors là, on va
pour avoir le privilège de parler, il faut que tu satisfasses à telle exigence, tu demandes tel formulaire de maison qui rend fou. Comment pouvoir penser que c'est une amélioration, que ça va te donner quelque chose? Dans les faits, c'est juste de, peut-être pas per terre complètement, mais on rapetisse la balloune, on ferme la switch tranquillement. Vous allez parler moins, ça doit être moins nombreux à parler, il va y avoir plus de... Ils font la même chose envers les citoyens qu'ils font envers nous. Là. On va vous fermer la switch un petit peu, pas mal, de plus en plus. Ensuite, juste deux derniers points. Les fameuses fausses informations. Ça, si ce n'est pas une boîte de Pandore parfaite, notamment puisqu'il y a du totalitarisme, je ne sais pas c'est quoi. Puis quand on parle de totalitarisme, comme j'ai toujours dit dans mes lives, un aspect central, c'est ça, c'est le vague, le nébuleux, l'arbitraire. Quand Christine, tantôt, elle parlait au nom de l'intérêt national, mettons la loi C5, là, au fédéral, là, mais c'est fédéral, provincial, tu vois, qui couchent tout, municipal, ils sont tous dans cette super tendance géniale-là. Bon, ça fait croire qu'ils parlent entre eux autres, ou je ne sais pas. Puis, mais tu sais, c'est comme, OK, pour l'intérêt supranational Alouette, terme vague, nébuleux, arbitraire, devinez quoi, les Autochtones ne seront pas consultés, puis l'environnement, on s'en fout. Fait que ça, c'est vraiment un truc totalitaire parfait. Là. Tu dis, regardez, on va mettre ça vague, là, fausse information. Mais, comme la même chose pour les élus municipaux. Je me sens intimidé. Ça me fait de la peine dans mes sentiments. Et voilà. Donc, la personne est criminalisée. C'est des trucs. Puis là, il applique le truc grandement. Dernier point. Il ose parler de la méfiance des gens envers le processus électoral. On s'entend-tu que c'est sûrement pas avec des lois comme 98 puis Alouette qui vont favoriser la confiance, qui vont la restaurer. Surtout qui se trouve en fait à interdire encore plus une telle remise en question, que ce soit de la politique dans son ensemble ou de l'intégrité du processus électoral. Il nous empêche de parler de tout, incluant la validité du processus électoral. Puis après ça, je ne sais pas pourquoi, les gens, ils ne nous feront pas confiance, à la validité du processus électoral. C'est sûr que si tu empêches les gens de critiquer, puis de remettre en question, ça n'aide pas. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait autre chose à dire, à rajouter avant que j'en donne la parole à Christine. Là. Pas que ça soit juste nous deux. Oui, Benjamin? Oui, je trouve ça drôle que tu sois revenu là-dessus, puis je veux revenir aussi là-dessus, sur l'aspect, on peut dire, criminalisé, oui. Tu sais, au Bloc Pot, on est sensible à ça, criminaliser les personnes. Puis en fait, l'encadrement, plus de contraintes, ce que ça signifie, c'est justement plus de pénalités. Exemple, moi qui est représentant officiel du parti, qui porte le fardeau de la responsabilité sur les finances de l'organisation, c'est des risques là, en argent. Et puis, au niveau de la fraude ou quoi que ce soit, c'est des vrais enquêteurs, là, c'est pas des farces. Fait que ce que ça crée, c'est assurément les gens, ça crée un monopole du discours politique, exactement comme on dit, où ce que les personnes tiers ou ce que les personnes qui sont les politiciens ont le monopole du discours. Les autres, si vous voulez vous prêter au jeu, attention, parce que à la fois c'est compliqué, mais aussi c'est dangereux parce que vous pouvez être pénalisé. Donc, ça fait peur aux gens. Les gens ont moins envie de participer. Tu sais, c'est ça l'objectif au bout du compte. Parce que la mentalité qu'on a, c'est celle où ce qu'on délègue notre pouvoir à d'autres, à nos élus, à des gens qu'on connaît pas. Moi, c'est ça que je trouve incroyable. Puis le Bloc Pot, c'est ça que ça me fait réaliser de quelle façon la politique était quand même accessible. Donc, c'est de rendre la politique accessible, c'est d'inciter les gens à participer. Oui, c'est bien aller voter. Comment est-ce qu'on peut inciter les gens à continuer d'aller voter ou à favoriser ça, mais aussi, en dehors d'aller voter, c'est de participer dans les partis politiques en tant que membre, en tant que bénévole, c'est de participer à la vie politique, même que ce soit dans des conférences ou des débats. C'est pas simplement être un politicien ou être un votant. Donc, puis la loi, puis les projets du DGEQ, de toute façon, les recommandations qui s'en viennent éventuellement. On n'a pas fini, là, ça c'était le petit amorce là, qu'on voit avec la loi 98, mais on voit bien que leur objectif, c'est plus de coercition. Je vois mal comment ça peut inciter les gens, comment tout ça peut augmenter la participation, ça peut augmenter la confiance dans notre
processus. Là. Fait que non, la criminaliser, je pense que c'est un point qui est important parce que c'est ça. Oui, mais oui, comme tu fais ressortir, d'une façon ou d'une autre, tout ça ne peut avoir que pour effet de dissuader les gens de s'impliquer en politique ou de croire en la politique. Que ce soit l'intention ou pas, l'effet va être le même. Mais c'est à se demander si l'intention n'est pas là carrément. C'est quand tu tapes sur la tête du monde, oh, fais pas exprès de ne pas penser à ça, je t'ai pas voulu. Ben, vous tapez pareil, puis je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Là. Fait que oui, ben là, dans le fond, Christine, je ne sais pas si tu serais prête pour nous faire la deuxième, nous présenter un peu ton deuxième document, tu sais, qui est une recherche du PMLQ par rapport à toutes les associations, je n'avais parlé un peu tantôt, qui ont dénoncé aussi, plus officiellement même que nous, la loi 98. Micro, s'il vous plaît. Je ferme le micro. D'ailleurs, Christine. OK, ça fonctionne. OK, donc, c'est que, on l'a mentionné tantôt, avant l'adoption de la loi 98, il y avait eu une consultation antérieure, à peu près 1 an avant, du directeur général des élections sur le document pour une nouvelle vision de la loi électorale. C'était supposé d'être une grande consultation publique auprès des citoyens puis des Québécois partout. Et comme ça a été mentionné, très peu de gens en ont entendu parler et très peu de gens ont été consultés. Ceci dit, il y a eu des audiences qui se sont tenues sur le projet de loi 98 et 10 mémoires et opinions ont été déposées pour ces audiences-là, seulement 10. Et d'ailleurs, les audiences n'ont duré qu'une seule journée. Alors, dans les organisations, je peux vous donner quelques points de vue. La Fédération autonome de l'enseignement, la FAE et la CSN et le Syndicat de la fonction publique parapublique du Québec, le Réseau québécois des groupes écologistes, se sont dit inquiets des règles entourant la prise de parole des tiers durant la période électorale et préélectorale, et l'arbitraire avec lequel Élections Québec décidera de quel type de discours sera considéré comme une dépense électorale. Tous craignent la pression de se censurer face à des enjeux qui concernent les membres. La FAE a dit dans son mémoire, est-ce que cette nouvelle disposition implique que les organisations de la société civile ne pourront plus nommer un parti politique ou critiquer ses idées? Pourrons-nous encore critiquer directement le parti au pouvoir sans devoir préalablement nous enregistrer et nous soumettre à une lourde reddition de comptes? Le libellé actuel du projet de loi semble aller dans cette direction, ce qui nous inquiète grandement. Excusez-moi, la CSN a mentionné l'instauration de nouvelles redditions de comptes sur les dépenses électorales ne doit pas avoir pour effet de censurer les organisations syndicales, communautaires et environnementales. Le syndicat canadien de la fonction publique a mentionné il pourrait y avoir une censure injustifiée des campagnes d'information syndicales, même lorsqu'elles visent uniquement à sensibiliser nos membres sur des enjeux sociaux ou économiques sans intention partisane explicite. 2 exemples sont donnés. La mise en demeure contre la centrale des syndicats du Québec en 2018 par le directeur général des élections lorsqu'ils ont fait un tableau comparatif des engagements des 5 principaux partis politiques. Cela avait été considéré inéquitable pour les 22 autres partis et ils ont eu une mise en demeure à ce sujet-là. La même chose, Équiterre, qui avait fait aussi un tableau comparatif sur les positions des partis sur l'environnement. Vous voulez que je continue encore un peu? Assurément, mais juste pour résumer à ce que tu as dit, là, oui. C'est capoté quand tu y penses. En fond, ça revient à ce que dorénavant, on va être dans un Québec où il va pratiquement falloir devoir demander une permission de critiquer, tandis que le gouvernement s'est désormais arrogé un pouvoir de censurer
et même fermer un parti. C'est assez préoccupant, c'est la C'est ça, direction. là. C'est ça Oui, qui se passe. ouais. Puis devant les yeux de tout le monde, puis il y a juste nous qui en parlent. Là. Ça, c'est encore pire. C'est juste très bien qu'on en parle. Hein? C'est très bien qu'on en parle. Une chance qu'on est là et qu'on fait ça, hein, ce live-là. J'ai hâte de voir que. D'ailleurs, j'espère que tout le monde vous allez partager ça, ce live-là au maximum, là, parce que comme important. Le Réseau québécois des groupes écologistes a mentionné alors qu'il n'y a aucune urgence ou aucun enjeu quant à l'adoption à court terme d'un projet de loi amendant la loi électorale du Québec, le regroupement se questionne sur le dépôt d'un projet de loi aussi complexe pendant que la société civile est en fin d'année budgétaire, parce qu'on se rappelle que le projet de loi a été déposé en avril. Production d'impôts, des rapports d'impôts, préparation d'assemblée générale, etc. Ça donnait un délai très court pour pouvoir se préparer et déposer un mémoire. Il souligne le court laps de temps alloué pour se préparer, soit la convocation le 14 avril pour le dépôt du mémoire et le 22, alors qu'il faut l'étudier, l'analyser, l'écrire, etc. Il conclut en disant « Nos interventions sont donc limitées et notre équipe est épuisée. Ce mémoire est donc imparfait et nous aurions aimé avoir plus de temps et de ressources pour participer à ce processus de consultation important pour les groupes écologistes et la société civile. » L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux a publié un communiqué dans lequel ils indiquent l'application des dispositions du projet de loi pose un risque important pour la liberté d'expression en période préélectorale, particulièrement dans un contexte où le directeur général des élections adopte une interprétation de plus en plus restrictive de ce qui constitue une publicité partisane. Rappelons que lors des élections de 2022, plusieurs organisations avaient reçu une mise en demeure du DGEQ. L'Office des personnes handicapées du Québec a mentionné que le plafond des dépenses permises pour les personnes handicapées candidates à des élections et leurs proches aidants, le cas échéant, inclut des indemnités supplémentaires en raison de leur incapacité. Eux demandent que soit rendue obligatoire une formation destinée aux partis politiques et aux représentants sur ce problème-là des personnes handicapées et pour celles qui voudraient se porter candidat. Je continue. Le collectif pour un Québec sans pauvreté s'inquiète de la longueur excessive de la période préélectorale pour les tiers, soit 8 mois. Cela coïnciderait en grande partie avec les activités et les travaux parlementaires. Le collectif redoute que les actions qu'il mène habituellement et qui sont au cœur de sa mission soient perçues comme des actes publicitaires préélectoraux. Par exemple, le jour du dépôt du budget, le collectif organise normalement une action pour faire connaître ses revendications, critiquer les politiques budgétaires du gouvernement. Dans le contexte de période préélectorale, est-ce que ces actions seraient définies comme préélectorales? Alors, le projet de loi sème le doute et aucune clarification à ce niveau-là. Le Bloc-Pot avait fait aussi parvenir la lettre ouverte que les partis émergents avaient envoyée en mars 2024 lorsqu'il y a eu les consultations sur le document dont j'ai parlé pour une nouvelle vision de la loi électorale. La lettre contestait fermement le fait que tous les partis n'avaient pas été consultés, même si on est directement visé par le projet de loi 98. Et c'est un point important parce qu'effectivement, seuls les partis dans l'adoption pour le projet de loi 98, seuls les partis représentés ont eu leur mot à dire et seuls les gens qui ont participé aux audiences ont pu donner leur opinion avec les mémoires, ce qui est très peu quand on considère que ça va influencer la loi électorale de tous les citoyens ici au Québec. Le Bloc-Pot souligne dans la lettre, les partis non représentés sont tout simplement exclus, même s'ils devront se soumettre à la loi qui les concerne directement.
Le PMLQ avait soumis à la Commission des institutions un document qui adressait le problème de l'intégrité et de l'idée d'une sécurité, alors que la loi 98 augmente les pouvoirs de contrôle et d'ingérence du DGEQ dans le corps politique en général et pour les partis politiques. Donc, on conteste le fait que les partis politiques deviennent à ce moment-là, à cause du financement, entre autres, des appendices de l'État et non un parti politique qui doit rendre des comptes à ses membres. Et l'autre chose, c'est que le PMLQ avait mis en garde les partis politiques de l'Assemblée nationale des dangers que comportent les changements proposés au projet de loi, avec l'introduction de concepts de campagne électorale, de délimitation de périodes de campagne, parce qu'aucun de ces changements-là, puis comme on l'a mentionné dans la discussion, ne va résoudre les problèmes que les citoyens se sentent complètement exclus du processus politique et ne réglera pas le souci qu'on nous dit que le directeur général des élections a sur la désaffection ou désintérêt ou la baisse du taux de participation dans une élection. Le fait que les gens n'ont aucun mot à dire, si le problème du processus électoral, du renouvellement du processus électoral n'est pas abordé, il n'y aura aucun changement dans les intentions qui nous sont présentées. Voici un survol de ce qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Pas à l'Assemblée nationale, mais aux audiences. Ça fait un topo intéressant. Je voudrais savoir s'il y en a d'autres parmi vous qui auraient des réactions à partager par rapport à cette autre salve d'excellents points là, qui ont été soulevés par, dans le fond, d'autres entités d'autres personnes que la nôtre. Là. Parce que, oui, Louis. Bon, pour revenir à la loi, je sais que moi, je suis quelqu'un d'un peu de vous autres, là, mais je suis d'accord avec beaucoup de points dans la loi. Je comprends le thinking qu'ils ont voulu avoir, OK? De dire, on va limiter les dépenses, on va essayer de contrôler les dépenses des tiers. C'est pour éviter que des lobbies étrangers ou quoi que ce soit puissent influencer des campagnes étrangères, de l'ingérence. Ils donnent des règles pour dire aux tiers, OK, vous devez présenter tous les partis, mais ils font pas, ils ne le demandent pas aux médias. Le vote informé n'est pas la norme, encore une fois. Hein. Puis, oui, il y a un risque d'avoir des amendes pour des gens qui veulent s'impliquer en politique, ils vont manquer un parti, ben, tu l'as pas contacté, ben, tu es en amende. Oui, c'est sévère là-dessus. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait des canevas structurés pour les organismes, de dire voici comment vous devez faire vos représentations ou attirer du monde en démocratie, parce que les organismes, les tiers, c'est des gens, des acteurs en démocratie, mais il faut qu'ils le fassent de façon équitable et juste. Puis là, le langue morte, c'est les médias. Comment ça se fait que les tiers sont obligés de présenter tous les partis politiques, mais les médias ne sont pas obligés. C'est pas logique. Christine, tu avais un autre point à rajouter par rapport à ça? Ça va. Louis, je pense que chef Témis, tu voulais parler, je crois. Micro. On va l'avoir. Ben, je peux parler pendant ce temps-là. Vous m'entendez? Et la lumière fut. Bon, j'espère que s'il y a des gens qui nous entendent et qui nous écoutent, comprennent notre frustration. Voilà. Et qu'ils se joignent à nous dans un esprit de justice. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, oui, Christine? Mais je veux juste ajouter une information pour l'intérêt de tous. Une demande que nous, les partis non élus, avions fait depuis longtemps au directeur général des élections, une demande très simple. C'est que, en lien avec le droit à un vote informé, on avait demandé que le DGEQ publie le programme de tous les partis politiques sur le site, au moins pour que les gens puissent savoir ce que chaque parti a à dire.
Tu as les médias qui est un problème, mais comme responsabilité lors d'une élection, que le DGEQ donne l'information de tous les partis, qu'on ait le même espace pour écrire ce qu'on veut dire, que ça soit rendu disponible. Comme ça, au moins, on a une vitrine publique qui est égale pour tous les partis. C'est une recommandation qu'on a faite il y a plusieurs années, que le DGEQ avait même, le DGEQ antérieur, avant M. Blanchet, avait mis dans ses recommandations de son rapport annuel chaque année que ça devrait être, on devrait adresser ça. On avait même demandé que le programme soit distribué dans des boîtes à mal de tous les gens au Québec. Comme ça, les gens eux-mêmes peuvent prendre position, peuvent s'informer. Pas un tri ou une interprétation médiatique qui nous donne déjà des étiquettes. Ce qu'on avait demandé, c'est tout simplement au moins ça. Et ça n'a jamais abouti. Et les démarches qu'on fait sont d'amener des solutions. Et ça, c'en est une qui est pas négligeable. Fait que je pense que c'était bien important d'informer tout le monde de ça parce que on cherche à résoudre le problème. Ça, c'est un moyen. Et, un autre moyen, ça va être pour mieux remédier, comme j'avais proposé au début, qu'on fasse chacun un tour de table pour justement faire ça, pour présenter chacun nos programmes. Mais juste avant, je voudrais juste finir avec mes propres dernières petites salles de commentaires par rapport à ce qu'on vient de dire. Puis c'est, tu sais, parce que Christine tantôt a parlé du fait que les gens, ils ont le réflexe au sentiment d'être exclus de plus en plus de la politique. Puis elle disait que c'est pas comme ça avec une loi comme 98 qu'on va remédier à ça. Mais en fait, non seulement ça ne remédie pas, mais ça l'empire. Dans le sens que les gens je veux dire, on leur rajoute des obstacles pour pouvoir s'exprimer, comme en tant que tiers. C'est juste ça que ça veut dire, c'est cette catégorie-là. Puis, dans le cas des partis, on leur rajoute des obstacles, on les menace de fermer le parti pour si tu dis ça, ou si tu n'as pas assez de candidats, ou si puis ça. Puis, tu sais, quand tu dis que le DGEQ est rendu, je veux dire, qu'il a envoyé des mises en demeure au monde, c'est sérieux, là. Ça veut dire que c'est réel, c'est déjà commencé. Fait qu'on est vraiment, réellement, carrément, avec une loi de même, puis avec cette nouvelle, tu vois, cette nouvelle force-là que ça donne le DGEQ, on a rendu avec un DGEQ fort, interventionniste. Donc, que rien n'empêcherait de désigner et de voir, de considérer comme étant une police de la pensée au Québec et une Gestapo de la liberté d'expression. Ni plus ni moins. Ben oui. Puis, ce que je trouve intéressant dans les points qui étaient mentionnés par Christine, en fait, par les associations qu'elle mentionnait dans le document, beaucoup de gens disaient ouais, mais là, il faudrait qu'on étudie encore plus en détail le document, là, en sens la loi 90. Même nous, même eux, on n'est pas sûr de tout comprendre, là, les tenants et aboutissants, tout ça, puis qu'est-ce qui est écrit entre les lignes. Là. On essaye d'ailleurs de tempérer nos propos, peut-être un peu moins moi, là, mais dépendamment de si on tempère ou pas, on n'est pas sûr de comprendre tout ce que ça peut vouloir dire. Exemple, l'affaire des tiers, là, moi-même, au moment où on se parle, là, en fait, c'est vraiment la question de jusqu'où ils peuvent aller, puis jusqu'où ils veulent aller avec ça. Quelle est l'intention? Mais, c'est ça, là. C'est de se dire, un tiers, c'est pour faire quoi avec ça en hiver, là? C'est pour dire, si tu l'appliques de façon littérale, de façon systématique, là, ça pourrait vouloir dire que c'est comme, mettons, la police, tu dis, ben là, cette limite de vitesse-là, ils vont dans tel secteur, ils vont-tu l'appliquer pour vrai, là? Ah non, dans le parc, les Laurentides, on va pas mal toujours à 110, puis on n'a pas de problème que ce soit marqué 190. Mais là, les tiers, ça veut dire, ils vont-tu jouer cette game-là pour vrai? Parce que là, ils se sont donné les pouvoirs. C'est comme quand ils disaient, la vaccination de force, ils se sont donné le pouvoir à H1N1, mais on ne l'utilisera pas, mais on se prend le pouvoir. Mais s'ils l'appliquent, ça voudrait dire que, à la limite, là, comme un peu que c'est évoqué dans le document, personne ne pourra plus vraiment parler de politique si tu n'es pas un tiers ou si tu n'es pas un parti. Puis ils vont te dire, tu fais de la politique en dehors de la période de campagne ou c'est considéré comme étant une publicité électorale. Ça peut aller loin, ça, là, les implications, là. Bon, c'était mon petit laïus à moi.
Fait que, si personne n'a d'autres choses à dire par rapport à l'eau 98, on serait rendu à carrément juste nous faire un petit peu de publicité électorale à nous-mêmes en espérant que ça ne nous joue pas trop de tours et que ça ne nous mette pas trop dans le chenoute. Je sais pas qui voudrait commencer d'ailleurs. Là, on parle de nos programmes, de notre parti, de ce qui nous motive. Oui, c'est ça. Bon, ben, je peux prendre la parole. J'espère bien. OK. Malgré les airs loufoques du Parti culinaire du Québec, je crois, et puis ma petite équipe, croyons fermement que tous les problèmes contemporains, l'environnement, la santé, l'éducation, l'économie, et je surfe, pourraient se régler humblement par la gastronomie. Alors, c'est l'idée qu'on vend, c'est l'idée qu'on propose, mais que malheureusement, il n'est pas diffusé parce que les médias nous boycottent ou nous boudent et on n'a pas l'occasion de diffuser cette idée-là. Mais quand même, bon, on a fait 2 ou 3 élections, on est allé chercher quelques votes. Si on se dit, pour s'encourager, que s'il y a eu 300 personnes qui ont voté pour le Parti culinaire, eh bien, c'est qu'ils ont trouvé que c'était quand même sensé. Alors, si on a réussi à convaincre 300 personnes, on pourra sûrement convaincre quelques millions. Voilà. Alors, je vais en profiter là pour dire quelque chose que je n'ai pas dit. Il y a une lacune. Il y a une lacune au niveau de l'organisation de la direction générale des élections. Il y a une information qu'il devrait donner, que le public ne connaît pas. En période électorale, les gens ne savent pas qu'ils vont être sollicités dans la rue pour aller chercher des signatures. C'est une grosse job. Alors, surtout nous, les petits partis. Les gros partis, quand ils se disent, bon, je suis le Parti québécois, le Parti libéral, le Parti conservateur, on a besoin de 100 signatures pour pouvoir se présenter. Les gens, ils se disent, bon, OK, ils sont connus, c'est pas loufoque qu'ils vont signer. Mais quand nous, petits partis, nous allons voir les gens, et ben, en leur disant, ben voilà, je me présente pour tel parti, j'ai besoin de 100 signatures. Vous votez pas pour moi, c'est juste pour la démocratie, pour que je puisse me présenter. Je pense que le parti, le directeur général des élections, en période électorale, devrait faire la publicité, la grosse publicité, pour dire citoyens, citoyennes, vous allez être approchés par différents partis pour la démocratie, parce qu'ils ont besoin de tant de signatures. Alors, signez, s'il vous plaît, mais vous ne votez pas pour eux, vous n'êtes pas obligé de voter pour eux. C'est juste pour que cette personne puisse devenir un candidat au même titre que les gros partis, les autres partis les plus connus. Et alors, vous savez tous que pour avoir une signature, des fois, il faut parler à 5, 6, 7 personnes. Donc, pour avoir nos 100 signatures, on a parlé à 700 personnes. Pour les petits partis, c'est de la job. Donc, il faudrait que de ce côté-là, peut-être que je rêve, là, le directeur général des élections prévienne les citoyens qu'ils vont être sollicités par plusieurs partis pour avoir ces 100 signatures qui ne les obligent en rien au niveau du vote, mais au moins qui permet à des petits électeurs qui travaillent fort en tabarnak pour aller chercher des signatures pour qu'ils puissent se présenter aux élections. Voilà. Si je peux me permettre, Jean-Louis, là, tu n'avais déjà parlé un petit peu plus de ton programme dans une des réunions, que tu sais que ça s'appliquait aussi à l'agriculture, à toute la chaîne, tu sais, qu'en partant de la gastronomie, puis de l'alimentation, c'était de repenser tout là, le Québec en fonction de ça. Là. Absolument, c'est ce que je disais. Donc, à partir de la gastronomie, même économique, parce qu'en ce moment, on n'a jamais autant entendu parler de manger québécois, manger local, depuis le bonhomme orange. Mais le parti culinaire, on en parle depuis 2006, 2007, que la gastronomie, la cuisine, pouvait être un outil économique. Si on mange, sur le plan santé, si on mange bien, si on mange local, on tombe moins malade, on désengorge les urgences.
toujours sur le plan de l'éducation. Bon, je vais déconner là, mais je vais dire l'éducation, on commence à compter. Au lieu de dire 1 plus 1 égale 2, on va dire une carotte plus une autre carotte égale 2 carottes, plus 2 carottes, ça fait un potage. Et là, on va jusqu'au deck, et là, on amplifie. Et puis, je crois humblement qu'on peut régler tous les petits problèmes contemporains, comme j'ai dit là, économique, santé, environnement, la faim dans le monde, l'équilibre, le partage de la richesse qui soit équitable. Bon, voilà les idées que nous on propose, mais que malheureusement, c'est occulté par les médias. Les journalistes sont pas bons. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je vais aller en prison. Non, les journalistes, ils sont paresseux. Ils vont pas voir les petits partis pour demander qu'est-ce qui vous pousse tant à vous lancer dans la politique, parce qu'on sait que les chemins ne sont pas faciles. C'est pas une sinécure d'aller en politique. Qu'est-ce qui vous pousse? Donc, on a des idées auxquelles on croit, chacun. Okay, mais qui ne sont pas diffusés. Donc, on se limite toujours aux mêmes affaires. Et là, on tourne en rond, on tire conservateur, QS, gna 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 gna. Hey. Et pourtant, est-ce que c'est pas justement ça l'erreur que font les Québécois et les médias en ignorant des gens comme nous, des gens d'idées, des gens de conviction? Parce que prenons juste ton cas à toi, Jean-Louis. Les gens souvent vont dire, ah, particulière, c'est quoi son aha, à go, on rit. Pourtant, juste avec ce que tu viens de dire, pour moi, honnêtement, là, ça devrait être clair aux yeux de tout le monde que tu serais déjà un pas mal meilleur, ou à tout le moins pas mal moins pire premier ministre que François Legault. Il faut avouer qu'il n'est pas très dur à battre, la barre est très haute. Mais prenons quelqu'un de bien intentionné, dont les intentions sont pures et saines comme toi, puis amusons-nous à extrapoler, puis à prendre un peu d'imagination, puis à dire, ben oui, toutes les implications au niveau économique, au niveau écologique, au niveau de l'autosuffisance alimentaire, puis tout ça, puis au niveau de l'environnement. C'est sûr qu'on aura un Québec diamétralement opposé à ce qu'on a là, puis tout autrement meilleur que cette espèce de caca dans lequel nous a mis la CAQ. Là. Nous, là, ce que nous proposons, nous, là, la petite gang que nous sommes là, on propose un projet de vivre ensemble. Voilà ce que nous proposons, le vivre ensemble que nous proposons, c'est ça, c'est telle chose. C'est je sais pas moi, la gestion du pote, l'équipe autonomie dans l'équipe, les autonomistes. Voilà le projet de vivre ensemble qu'on vous propose. Mais en ce moment, quel est le projet de vivre ensemble que tous les 5 partis qu'on expose au bout là, qu'est-ce qu'ils nous proposent comme vivre ensemble? Je pense qu'à part le Parti québécois qui dit voilà, ce que nous on propose, c'est une indépendance. Les autres, là, c'est de la bouillie pour chat. Tu sais, c'est le troisième lien, la bullshit. Moi, le projet de vivre ensemble que j'ai, c'est que tout le monde va manger. Personne ne mourira de faim. Par la bouffe, on va essayer de résoudre beaucoup de choses. Les salaires minimums, les salaires maximums. Tout ça, sur quoi on se base pour définir un salaire minimum? La nourriture. Si en quelque part, là, dans le gouvernement, il y a quelqu'un qui dit qu'avec 16 ou 17 $ de l'heure, une personne peut vivre, avoir un toit sur la tête, de quoi a besoin une personne qui fait 250 000, 300 000, 400 000? Il devrait même remettre de l'argent pour qu'on puisse nourrir tout le monde. Et en tout cas, c'est pas communiste, mais ça frôle. Mais voilà, ça c'est le projet de vivre ensemble que je propose. C'est que par la nourriture, on peut résoudre beaucoup d'inégalités. Voilà. Puis je pense que même au niveau de notre collectif ici, on incarne déjà très bien ce vivre ensemble-là qui, à mon humble avis, est une partie essentielle du nouveau monde qu'on veut créer. Je vous aime. Je vous aime. Et moi de même. Donc, qui le tour? Benjamin, il y a une milliseconde d'avance. Yes. Je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit là. Moi, j'ai le Bloc Pot. Dans le fond, je me suis impliqué au Bloc Pot depuis 2018, depuis qu'il y a eu la légalisation. Puis c'était pas à cause de la légalisation, en fait, c'est des problèmes plutôt personnels liés au cannabis, là, criminels, dossiers criminels, choses comme ça. Et puis, dans le fond, avant, j'étais comme je savais pas trop comment m'orienter politiquement, puis j'ai fini par me rendre compte que c'était accessible, la politique, pour tout le monde.
Fait que, je pense que c'est ça l'enjeu principal, c'est de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas... ça sert à rien d'aller voter pour des inconnus. Il faut s'impliquer soi-même dans les organisations. Fait qu'au Bloc Pot, c'est une organisation qui défend les intérêts des amateurs de cannabis depuis 1998. Depuis la légalisation, ça continue. Il y a plusieurs enjeux qui persistent. Là. Je vais donner comme exemple rapidement, comme faire pousser du cannabis à domicile au Québec, c'est illégal, tandis que dans le reste du Canada, on peut en faire pousser. Au Québec, en fait, pour y aller simplement, avant, ça a l'air niaiseux, là, mais la possession du cannabis était illégale. Aujourd'hui, on peut posséder du cannabis, mais on peut pas en fumer. Fait que partout au Québec, on peut pas fumer du cannabis. Fait que si tu es dans un logement où ce que tu peux pas fumer, mais tu peux pas en consommer nulle part. Fait qu'on a la Société d'État qui vend des joints pré-roulés à laquelle on peut pas consommer. Fait que c'est le type de sujet sur lequel on se penche. Le Bloc Pot, c'est un parti à cause unique qui se penche uniquement sur le cannabis. Ça touche d'autres choses aussi, là, tant le contrôle des substances que on parlait de la loi électorale aujourd'hui. Il y a vraiment des enjeux comme l'environnement, mais de manière générale, on se penche sur le cannabis. Puis j'en profite pour expliquer aux gens que les partis politiques, c'est des véhicules d'intérêt. C'est des véhicules d'intérêt privé ou personnel. Fait que c'est pour ça que je vous dis, on va voter pour des inconnus, mais on ne sait pas pour qui qu'on vote. Mais c'est nos intérêts à nous. Fait que c'est à chacun de prendre le pouvoir dans sa vie puis de faire en sorte, moi, c'est le combat que j'ai décidé de prendre, mais à chacun de choisir son combat, mais puis de s'y investir. Là. Puis je pense que si on voulait vraiment aider notre démocratie, mais même en dehors de la politique, c'est vraiment de s'impliquer personnellement, bénévolement, souvent, que ce soit le sport ou l'école, les comités de parents, souvent. Fait que c'est de s'impliquer socialement. Moi, je le fais dans un parti politique. Fait que c'est ça. Puis si les gens qui veulent connaître le Bloc Pot, c'est pas compliqué. blocpot.qc.ca. C'est simple, hein? C'est tout. Si je me souviens bien, Benjamin, je pense dans le live qu'on avait fait ensemble dans le temps, puis il y a un autre aussi que j'avais fait auparavant. Une des grosses affaires, alors, les gens vont dire c'est légaliser la marijuana, il y a où le problème? Sauf que, un peu comme on me disait tantôt, ils vont mettre one size fits all, là, les mêmes règles pour tout le monde, mais qui vont essentiellement favoriser les gros. La loi actuelle, c'est plus fait pour des grosses entreprises là, qui vont faire des méga productions, alors que le petit producteur chez lui, il va avoir plus de bâtons dans les roues. Tu sais. Ben, je trouve ça drôle parce que moi, je trouve que c'est ce qu'on vit à peu près dans tous les secteurs dans le gouvernement, c'est-à-dire toujours plus de coercition, toujours plus compliqué. La loi sur le cannabis, le fait qu'elle soit aussi contraignante, ce que ça fait, c'est que c'est inaccessible. Le marché du cannabis est inaccessible pour ceux qui voudraient en profiter un peu, les amateurs. Moi, je dis les amateurs, mais ceux qui ont cette passion-là de faire pousser la plante, mais on leur rend le marché inaccessible. Ce qui fait qu'il y a juste la grosse finance qui peut tirer l'épingle du jeu. Puis, au bout du compte, c'est le consommateur qui paye parce que on continue de faire briller une forme d'aura sur la substance. Les prix restent élevés, c'est toujours inaccessible. Donc, non, c'est sûr que le système est fait pour favoriser une certaine caste au détriment de l'autre. Puis ça, c'est à tous les niveaux. Puis les contraintes, c'est à ça que ça sert. Puis ça sert à faire peur aux gens, à ceux qui voudraient s'investir là-dedans ou quoi que ce soit. C'est pour empêcher les gens de rentrer là-dedans. Puis fait que je vois un peu la même chose avec la loi électorale, c'est d'empêcher les gens de participer au processus. Ben oui, c'est capoté. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais le parallèle est excellent. C'est exactement la même chose. C'est tous les nouveaux joueurs, que ce soit en tant que des nouveaux partis comme nous ou des nouveaux producteurs de cannabis, tous les petits, on les empêche de devenir gros, on les empêche de de mettre un pas devant l'autre dans cette direction-là. Là. C'est comme des crocodiles là, qui mangent leur bébé. Là, c'est ce qui est super pas évolué. OK. Au suivant, à qui le tour? Christine Darnaud du PMLQ. Alors, on ne l'avait pas entendu encore. Là. Ça va être bref. Non, mais là, déjà, c'était une blague. Là, c'est le programme du Parti. Non, je suis correct. Je ne prends pas ça à la lettre. Donc, le programme du PMLQ, c'est un programme qui vise d'abord à renouveler le processus politique. On s'adresse au problème d'un vieux système électoral qui date de l'époque des Britanniques, qui est un vieux système électoral qui doit être modernisé. C'est un système électoral, comme vous l'avez vu avec la loi 98, qui a besoin de la sanction royale encore pour pouvoir être appuyé. Alors, évidemment, parmi les questions qu'on pose, c'est le besoin de mettre fin à la monarchie.
Le Québec a besoin d'affirmer sa souveraineté. Le Québec a besoin d'avoir de nouvelles bases d'union avec le reste du pays, pas sur la base d'une vieille constitution qui est désuète, qui est finie, qui nous relie encore à la couronne britannique. Alors, ça appartient à tout le monde. C'est pas une question d'un parti, c'est un problème posé à résoudre pour tout le monde. On s'adresse au programme qui est suivi en ce moment. On s'oppose à la politique de payer les riches que les gouvernements, tant provincial puis fédéral, suivent. C'est-à-dire que, et c'est encore plus criant aujourd'hui avec tous les scandales de corruption puis d'arrangements qui sont faits. On parle de Nordvolt, on parle de SACWIC et plein d'autres d'argent qui sont distribués un peu partout, qui sont donnés aux riches à partir des fonds publics et qui nous présentent tout simplement que soit qu'il y a eu une erreur, qu'il y a quelqu'un qui est corrompu, quand ce mécanisme-là ne vise pas à bâtir la nation du Québec, son projet d'édification nationale, mais plutôt à le détruire. Alors, on s'adresse aussi à la question militaire. On est pour un gouvernement anti-guerre. Et en ce moment, avec les gouvernements fédéral et provincial, c'est une question qui est très importante parce que on est témoin d'une militarisation extrême de l'utilisation de nos richesses, de nos ressources naturelles, que ce soit au niveau des mines, des terres rares, qui sont utilisées pour la machine de guerre, pour les batteries, pour utiliser dans la machine de guerre. Alors, ça fait partie de toute la discussion qui pose le problème d'investir le peuple du pouvoir souverain, de décider de toutes les questions qui concernent. Ça, c'est en gros les discussions qu'on mène. Et cet automne, on a lancé notre programme de table ronde qu'on mène de façon présentielle et virtuelle, dont celle qui commence mercredi, qui va aborder c'est quoi le projet de loi, la loi C2, le projet de loi C2. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça vise? C'est quoi le but? Et comment se retrouver là-dedans, parce que c'est difficile à suivre avec ce qu'on appelle l'information. C'est comme un casse-tête. On a des bribes, mais on va discuter de ça. Puis, on va avoir des tables rondes à tous les mercredis, mercredi soir en septembre et en octobre, pour aborder ces questions-là. Le projet de loi 97 qui s'adresse à la question forestière, qui est contesté partout. Qu'est-ce que c'est? Quel est le but? Dans quelle direction ça s'en va? Alors, grosso modo, c'est ce qu'on fait. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Ça achève. On a un site qui est le pmlq.qc.ca et on a un Facebook qui publie à tous les jours des nouvelles sur ce qui se passe au Québec et dans d'autres régions du pays. Merci. Merci à toi, vraiment. Fait que, bon, on serait rendu à Louis, coudonc. Oui, Louis. Bonjour, Louis Chandonnet, chef intérimaire d'équipe autonomiste, porte-parole en environnement de parti. Notre slogan plus à droite, pas dans le champ. Oui, c'est sérieux, dans le sens qu'on n'est pas extrême droite. On veut être droit, on veut être rigoureux, proactif. Nos enjeux, c'est l'autonomie du Québec, tout en restant dans le Canada. Donc, déjà de s'occuper de notre maison comme du monde, ça serait apprécié. Puis, quand on serait bon, ben, aller chercher d'autres pouvoirs, avoir une souveraineté de fait. Parce que probablement la souveraineté physique totale, avec un vote, ça serait impossible. Je veux dire, qu'on soit capable de s'occuper de nos affaires, puis de répatrier des pouvoirs, puis d'avoir une autonomie, une notoriété dans le Canada, pour nous, c'est notre objectif. OK, il y a la responsabilisation de l'État comme valeur, responsabilisation de l'individu dans nos valeurs. L'égalité homme-femme dans les deux sens. On parle de la condition féminine, mais aussi de la condition masculine. Le respect des us et coutumes au Québec. L'équité intergénérationnelle, donc réduire la dette, éviter de faire des déficits, être efficace. Pour ma part, moi, comme porte-parole à l'environnement, j'ai amené le fait d'avoir la consigne généralisée. Il y a aussi un peu les valeurs de zéro déchet ou optimisation de ressources. Présentement, là, oui, on nous parle de gaz à effet de serre, mais on ne parle pas de gestion des déchets au Québec, aucunement. Ni même des impacts des data centers qui se passent au Québec, la consommation d'énergie. On nous dit qu'il faut sauver l'énergie, l'énergie, mais il y a des champs, des industries qui consomment beaucoup, que le monde ne voit pas. Et il y a peut-être des choses à aller voir dans ces champs-là.
Il y a des lois assez novatrices qu'on veut proposer. Présentement, on planche une capsule sur la peine de mort au Québec pour résoudre des problèmes de violence dans les prisons. Encadrement de la prostitution. Présentement, il y a des lacunes au niveau dans les lois. Nous autres, on n'a pas peur de traiter des sujets tabous. Puis c'est ça le but aussi de la démocratie, de dire, hey, les petits partis, ils peuvent se permettre de promouvoir des choses un peu plus marginales parce qu'ils n'ont pas peur de perdre des votes. Un gros parti établi va faire attention de ménager son électorat pour être sûr de rentrer et de garder son siège. Mais c'est pas ça la vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est de voir les problèmes à l'entour du Québec puis de proposer des solutions innovatrices. Puis d'oser entreprendre. Hein. C'est quelqu'un qui est droit, qui est à ses affaires, il fonce. C'est ce qu'on offre comme parti. Évidemment, on a un site web. Google est votre ami, donc équipeautonomiste.ca ou équipe autonomiste sur Google. On a une page Wikipédia, une page Facebook, dont on publie assez régulièrement. Bien sûr, il y a l'infolette pour rester informé à chaque mois. Fait que, je vais enchaîner avec moi-même. Je tenterai d'être bref. Évidemment, c'est quoi le libertarisme? Si c'est pas de chercher à réduire la taille de l'État à sa plus simple expression possible. Donc, vraiment, si on imagine la chose, là, si on imagine l'État actuel qui est une sorte d'éléphant, mais c'est de le faire passer idéalement à taille plutôt d'une souris. Puis, d'une façon qui soit aussi peu chaotique que possible. Okay? Donc, le plus fluide, le plus harmonieuse possible. C'est ça le vrai objectif du programme. Mais je ne sais pas si vous voyez, juste avec ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'à un moment donné, déjà, les éléments sont là pour montrer à quel point l'État, les gens, on va dire les États modernes, là, tels qu'on le conçoit habituellement, un État centralisé, un État basé sur l'autorité qui, de par le fait même, ne peut que devenir toujours plus autoritaire, on le voit. Ça pas... c'est pas quelque chose qui est fonctionnel. D'ailleurs, ça ne s'améliore pas. Hein? Ça fait juste détériorer. Je vais en profiter, juste au niveau de... On est mis des fois juste dire les affaires de base. C'est là qu'on peut plus faire le trait d'union puis de risquer le plus de tout le monde s'entendre. Parce que je suis sûr que ces points-là risquent d'aller rejoindre une couple d'autres parmi vous autour de la table, même si on n'en avait jamais parlé. Mais si je regarde mon programme en ce moment, là, j'ai dit l'opération 1, c'est le premier point, c'est opération d'abord la souveraineté et conséquemment les pleins pouvoirs sur notre propre destin. Mais c'est quoi la souveraineté? Hein? On en a parlé un peu ici. Louis, il y a une autre façon de le voir, puis elle se respecte, elle se défend. Christine a parlé de la monarchie. C'est toutes des choses, en tout cas, personnellement, avec lesquelles je suis d'accord. Si tu fais la souveraineté là, effective, là, tu te débarrasses de la monarchie puis tu te débarrasses du fédéralisme. Mais une autre chose que j'ai mentionné dans le programme, c'est drôle parce que ça fait pas très faire libertarien, mais c'est une nationalisation de toutes les terres agricoles, toutes, là, présentement détenues par toute personne ou corporation étrangère de façon temporaire, en attendant plus précisément de voir déterminer de quelle façon celles-ci pourront se voir éventuellement distribuées selon la volonté des assemblées régionales, voire plus loin. Parce que le but, ça serait de décentraliser le pouvoir vers des entités le plus locales, le plus petites possible, en fait, puis dont les assemblées régionales, que ce serait des sortes de juste milieu. Puis interdiction totale et définitive de l'achat d'une terre ou d'un territoire québécois par toute personne ou corporation étrangère. C'est là qu'on voit la liberté. C'est dur d'avoir de la liberté ou d'autogestion si c'est tout le temps dominé par un autre, par une instance extérieure, étrangère, mondialiste. Puis les terres, c'est ça. Je pense que le gouvernement a commencé à corriger ça, mais il y avait des Chinois qui littéralement qui achetaient de plus en plus de nos terres. Là. Ça me fait penser, je vais regarder qu'est-ce que l'IA va me dire tantôt par rapport à où est-ce qu'on en est rendu là-dessus, mais il y a plein de choses comme ça qui se passent qu'on ne s'en rend même pas compte. Combien de nos entreprises qui sont détenues à l'étranger, tantôt Jean-Louis parlait de tout au niveau de la nourriture, c'est pas nous qui produisons la nourriture, c'est pas nous encore moins qui la planifions ou qui essayons de faire en sorte que ça ait du bon sens un peu. Bon, puis c'est là que quelqu'un va dire ouais, mais là, Jean-Louis, tu planifies, c'est pas libertarien, mais Mané, c'est ça, c'est que c'est dur d'être en liberté, c'était toujours
sous la férule d'entités étrangères, puis de big shots, puis de grosses multinationales. Tu sais. Je pense que c'est ça. Faut tout décentraliser, il faut tout ramener à sa plus simple expression possible. Puis après ça, la sérieuse de mieux aller, c'est mon petit grain de sel dans tout ça. Là, ouais, pour conclure, ben, j'avais pensé, je vous en avais parlé un peu au début, j'avais parlé un peu en début de live, là, si on pouvait juste faire une mini historique du collectif des partis émergents ou plutôt des partis non représentés à l'Assemblée nationale, pour ne pas dire des perdants, pour reprendre le terme de Renaud Blais puis du Parti nul, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir, comme Jean-Charles Leroux de Démocratie Directe. Fait que Louis, je ne sais pas si tu pourrais nous parler un peu de ça, vu que c'est vous autres, je pense, là, le couple autonomiste, c'est en 2014 qui ont lancé ce processus-là. Oui, c'est ça. Dans le temps, avec Stéphane Coulard, il y avait eu l'idée pour susciter le débat démocratique d'organiser une table ronde avec des partis politiques. Dans le temps, on était avec il y avait quoi, l'Unité nationale à la table, il y avait d'autres partis. Puis ça avait attiré un journaliste. Fait que, ça a marché. Mais avec le temps, on s'est rencontrés plusieurs fois. Puis qu'est-ce que ça l'a donné avec l'ancien directeur général des élections, Pierre Reid, un très chic type. Il nous avait offert à chaque année, ça a duré 3 ans, à chaque année, tous les partis politiques étaient invités dans un local à Montréal pour jaser des enjeux de démocratie avec lui, qu'est-ce qu'il y aurait comme changement à la loi électorale à avoir ou améliorer, disons, l'accès à la démocratie. Évidemment, le changement de régime est arrivé, ben, ça a coupé court un peu, mais il reste quand même que la mission d'un collectif de partis non représentés à l'Assemblée nationale ou émergents, c'est d'avoir une meilleure démocratie. Puis, tu sais, en France, il y a des billboards publics avec tous les programmes de partis politiques à des endroits spécifiques dans les villes. Pourquoi qu'on n'a pas ça ici? Non, on a le festival de la pancarte électorale qui finit au vidange. Tu sais, y a-tu moyen d'innover puis sauver des coûts en bout de ligne? Une saine démocratie. Eux autres, je sais qu'ils passent des lois aussi pour contrôler les dépenses, mais justement, il y a tellement de dépenses qui c'est fait dans les médias. Y a-tu moyen de rationaliser ça puis qu'on évite de payer? Je veux dire, un parti qui a plus que 15% des votes dans une élection se fait rembourser 50% de ses dépenses. Le monde ne le savent pas, ça. S'il y avait moyen de réduire le nombre de dépenses électorales, même pour les gros partis, on travaille l'équité dans l'autre bord. C'est qu'au lieu que nous autres, on essaie de remonter avec un paquet de cash, c'est qu'on réduit les moyens financiers des gros pour qu'on ait vraiment une vraie équité. Mais le but là-dedans, c'est pas de censurer, c'est d'avoir un débat démocratique équitable, une représentativité équitable des idées pour que le monde puisse s'impliquer en politique et qu'il arrête d'être cynique envers le système. Ça a toujours un peu été ça, le collectif, de dire on est des partis tout seul, on n'est pas visible. Si on est plusieurs, on peut être visible. C'est dommage que Martine Ouellette n'est pas ici. Au début, qu'est-ce que j'avais voulu faire comme manif? C'était dans le centre-ville devant Radio-Canada, de Journée de la démocratie, mais la faisabilité de ça, c'est pas réalisé. Puis c'est dommage que certaines personnes bloquent peut-être de venir se regrouper pour donner une voix à la démocratie. Tu parlais de Jean-Charles Leroux aussi, il était censé être sur le live, puis c'est en travaillant ensemble qu'on peut réussir à faire de quoi. Tu sais, la loi, oui, elle changera pas les élites en haut, puis on n'a pas d'argent pour payer des firmes de lobbyistes pour aller changer les lois, là. Ça coûte des beurrés, j'ai déjà vu les chiffres, là. C'est par le terrain que ça va changer, mais par la diffusion de messages entre nous autres, entre notre gang, en nos gangs, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il va y avoir un éveil à la démocratie, puis un espoir de changement. Quand les gens ont espoir, les gens travaillent pour arriver à un but. Si on regarde les gens dans l'ignorance et dans le désespoir ou dans le découragement, on reste avec le même système, puis il n'y a rien qui avance. Je peux renchérir là-dessus. Une chose est sûre, on partage vraiment, je pense, on s'entend les 5 qui sont là, cette conviction-là, que le travail en équipe, malgré nos différences idéologiques, est non seulement une force, mais quasiment une nécessité, voire même
des dernières possibilités qui nous restent face à ce bulldozer gouvernemental-là, qui manifestement cherche à nous écrabouiller. Fait que on est un peu comme des Gaulois là, qui se regroupent là, devant l'envahisseur. Puis, tu sais, c'est ça. Hein, c'est effectivement dommage qu'il n'y ait pas plus d'autres partis qui voient ça de même, mais on peut juste encourager, tendre la main, on ne peut pas forcer personne, mais imaginez, là, toutes les partis, plus on est de partis à dire la même chose, à s'opposer, plus ça devient crédible, ça devient fort. T'sais. Puis, donc, Christine, tu veux continuer, puis ça serait un bon moment. Si tu peux aussi faire le lien sur historiquement parlant aussi, à quel moment, de quelle façon vous avez pris le relais un peu, parce qu'ils avaient fait un gros lead là, au niveau de ce collectif-là, le PMLQ. Là. Non, je levais ma main parce que je pense qu'on a fait le tour. On pourra avoir d'autres occasions pour poursuivre. Mais ça fait 1h30. Je pense qu'on a pas mal discuté notre sujet. On a pas mal informé les gens de nos préoccupations et du problème que pose le processus électoral, puis que ça concerne tout le monde. Et pour la Journée internationale de la démocratie, je pense qu'il faut féliciter tout le monde pour l'effort qu'on a fait aujourd'hui. C'est très positif. Je vais continuer sur ça. Je dois quitter. Alors, pour le parti culinaire de la fin, le mot de la fin est bon appétit, bonne soirée. Et n'oublions pas que l'union fait la force. Bisous à tout le monde. Excuse-moi. Merci Jean-Louis, merci vraiment d'avoir été avec nous puis de t'être fait connaître un peu plus. Là, c'était vraiment, ça faisait vraiment partie des objectifs. Puis, c'est ça. Hein, fait qu'en effet, on va conclure là-dessus, mais je trouve ça quand même spécial, comme disait Louis. Hein, le DGEQ, auparavant, il consultait les membres pour avoir leur opinion. Fait que, puis, c'est quasiment dans cet esprit-là qu'ils ont fait une réforme de la loi électorale, parce qu'ils disaient on va vous consulter pour voir comment on peut changer la loi électorale. Et à la place de le faire en écoutant les gens, ils l'ont fait d'une façon, finalement, ils ont gardé l'idée de refaire la loi électorale, mais d'une façon qui nous réprime puis nous bâillonne à la place, puis sans tenir compte de nos opinions. Fait que, c'est bien posé, on s'en sort pas. On se salue. Oui. Donc, vraiment, merci tout le monde. Puis, si vous voulez, moi, je termine le stream. Si vous voulez qu'on se reparle un petit peu après ça, le studio, il va rester là. Mais merci à tout le monde qui ont écouté. Partagez ce live-là au maximum. On a besoin de se faire connaître. On se bat pour vous autres, comme vous pouvez voir. Puis, c'est la meilleure preuve, c'est qu'on vous dit des choses que personne vous a encore dites. Puis, qui étaient assez, assez existentielles et essentielles pourtant. Merci. Merci à tout le monde. Fait que, à une prochaine. Merci. Bye. Merci. Bonsoir.